Rana, merci de nous rejoindre pour suivre cet entretien exceptionnel avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous évoquerons le nucléaire, l'environnement et la sécurité. Une interview préparée spécialement par les deux chaînes polynésiennes, Polynésie la première et TNTV. Bonsoir Mike. Bonsoir. Bonsoir Madame la Ministre. Donc nous allons commencer par la question la plus sensible, sans doute, le nucléaire. Sur le centre de mémoire, d'abord, vous fournissez le terrain, mais vous ne participez pas à la dépollution ni à la construction du centre. Est-ce que c'est suffisant pour reconnaître le fait nucléaire ? Alors d'abord vous dire que ce sujet, je l'ai davantage traité il y a déjà 3 ans quand je suis venue pour la première fois. J'ai même installé le comité de suivi avec le président Fritsch ici à Papeete. Ce centre de mémoire, il est important. Quand j'étais à Bora Bora il y a quelques jours, il y a un jeune qui m'a dit « Madame la ministre, est-ce que ce sujet est encore tabou ?» Non, il n'est plus tabou. Il n'est plus tabou parce que nous avons joué la transparence, parce que nous souhaitons aller encore plus loin dans l'information et que chacun s'approprie cette partie de l'histoire. Et ce centre de mémoire est un point important, c'est-à-dire comment on pourra ouvrir à tous, présenter à tous l'histoire, effectivement, cette histoire des essais nucléaires ici dans le Pacifique. Ça veut dire que vous voulez participer au contenu de ce qui sera présenté ? Ça veut dire que nous participons au comité technique, ça veut dire que nous participerons à l'ensemble du projet. On a réalisé un projet qui a un coût, où il faut un terrain, où il faut construire. Eh bien, l'État a mis à disposition le terrain, le gouvernement a un projet de réalisation immobilier et nous verrons comment nous accompagnerons ce projet. Vous savez, il ne faut pas aujourd'hui obligatoirement focaliser sur qu'est-ce qu'on fait. Ce qui est clair, c'est que la première des choses qu'on devait faire pour déclencher le projet, c'était de céder le terrain au pays. C'est aujourd'hui fait. En même temps, il y a déjà des actions qui ont été mises en matière d'éducation et c'est important de le rappeler parce qu'il y a déjà des ouvrages scolaires qui parlent effectivement de cette période. Et puis, n'oublions pas non plus, et ça c'est important, la loi de 2019 qui effectivement reconnaît la responsabilité de l'État dans ce fait nucléaire et c'est important de le rappeler. Alors justement, vous parlez d'histoire, on reste sur le centre de mémoire. L'accès aux archives du Centre d'expérimentation du Pacifique à Vincennes est fermé depuis 2019. C'est un frein pour la documentation du futur centre de mémoire que vous voulez mettre en place. Alors, les chercheurs s'interrogent un petit peu sur la transparence de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'on peut croire encore en la transparence de l'État, Madame la Ministre ? Vous pouvez croire en ma parole. La transparence sur ce projet permet effectivement l'accès à une partie des archives, soyons clairs, une partie des archives eh bien, sera fait. Alors, moi, je comprends peut-être l'inquiétude des chercheurs, mais je crois vraiment que ce sujet, on doit le traiter dans la confiance et de manière apaisée, même si on voit bien systématiquement qu'autour de ce sujet, il y a encore des tensions fortes. Il y a aujourd'hui des ouvriers de cette époque qui sont suivis par des médecins. Il y a les dossiers du CIVEN qui continuent à être étudiés. D'ailleurs, laissez-moi effectivement insister sur le fait que sur les dernières années ou les années passées, on a traité à peu près une dizaine ou une douzaine de dossiers, et puis 11 dossiers exactement, et puis dernièrement, on a largement accéléré les choses. Moi, j'en suis assez fière, 18, 19, on est à 126 dossiers. C'est vrai, mais en même temps, les victimes doivent désormais prouver qu'elles ont été atteintes par plus d'1 millisievert. C'est quand même une difficulté supplémentaire. Est-ce que l'État n'aurait pas intérêt, quelque part, à faciliter les choses encore plus pour dépasser, comme vous le souhaitez, assumer puis dépasser ce fait nucléaire ? Le CIVEN, qui est un organisme indépendant, a fait des propositions sur cette complexité, on va dire, cet accompagnement nécessaire pour qu'on puisse aider au montage de dossiers. Et donc, il faut faciliter la constitution des dossiers, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est mis en place. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de dossiers, c'est parce qu'il y a aussi l'accompagnement. Et puis, c'est important aussi que l'on ait des données fiables sur les différents cancers, ou du moins que le registre des cancers soit aussi précisé. Et la question de la dépollution de l'atoll de Howe, est-ce que vous confirmez cette année encore la prise en charge de la dépollution des terres restantes par l'État à hauteur de 5,4 milliards de francs pacifiques ? Alors, nous continuons à accompagner ce projet. Vous le savez, la dépollution des terres, la décision qui avait été prise pour l'instant, c'est effectivement de maintenir les terres polluées sur l'atoll de Howe. Et il y a eu une demande du gouvernement qui est aujourd'hui à l'étude du déplacement de ces terres polluées. Donc,
continue, les engagements de l'État sont suivis, que ce soit à Ao ou que ce soit à Mururoa, mais en même temps, on étudie les demandes qui nous sont faites spécifiquement sur cette histoire de déplacement de ces terres polluées. Dans un premier temps, on souhaitait les envoyer en Norvège, je crois. La somme était extrêmement excessive, et puis on peut faire différemment, et donc c'est ce que nous étudions. Alors ça nous amène à l'environnement, la question de l'environnement, avec le One Planet Summit auquel participera le président Macron. Quels sont les objectifs et surtout quelle est la grande priorité de ce sommet selon vous ? Alors, le One Planet Summit, c'est un rendez-vous international, bien sûr, national et local. C'est comme ça que je le vois. Ce sont des conférences, ce sont des engagements, mais aux côtés de ce One Planet Summit, je souhaite qu'il y ait aussi un sommet des solutions. C'est ma priorité. Pourquoi ? Vous le savez, j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie. J'ai participé à l'organisation de la COP21. Et nous avons beaucoup sollicité les États insulaires, qui nous ont soutenus d'ailleurs, et qui ont aidé la France à ce que cet accord de Paris soit une réussite. Et en contrepartie, nous nous étions tous, internationalement, engagés à venir aux côtés des États insulaires pour lutter contre le dérèglement climatique, pour travailler sur l'adaptation, notamment sur la résilience des populations. Ça n'a pas été efficace pour l'instant. Et puis depuis, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup évolué, qu'on est resté beaucoup dans des engagements financiers forts, le Fonds vert, le Fonds international, ou pour la partie française, l'Agence française de développement, qui a mis des crédits en place, mais on n'est pas suffisamment dans l'accompagnement de ces États insulaires. Et je crois qu'ici, c'est l'occasion, à partir de la Polynésie, de montrer que la France a des solutions, que les territoires d'outre-mer ont des solutions pour répondre à ces défis du dérèglement climatique, que ce soit sur les questions d'eau, que ce soit sur les questions d'énergie, que ce soit sur les questions de déchets. Et là, on rejoint bien la trajectoire 5.0 que je porte, une trajectoire qui se veut construire un monde plus juste, plus durable, plus équitable pour effectivement nos enfants, et à partir des territoires d'outre-mer. Donc pour moi, c'est ça la priorité. Apportons des solutions concrètes, mettons l'ingénierie ici dans les territoires d'outre-mer, mais aussi au service des États insulaires qui sont nos voisins dans le Pacifique, pour qu'on puisse véritablement réaliser ce pourquoi on s'est engagé, c'est-à-dire aider les populations à la résilience. Vous avez pu voir notamment l'exemple du traitement des déchets à Rangiroa, le centre d'enfouissement technique. Cela fait des années que la commune demandait à être accompagnée. Hier, vous avez déclaré que l'État allait accompagner en matière de technicité. Qu'est-ce que cela veut dire, Vous savez, j'ai ouvert un fonds à l'Agence française de développement de 7 millions d'euros qui permettra à toutes les collectivités d'outre-mer d'avoir accès à de l'ingénierie qu'ils n'ont pas obligatoirement au sein de leur commune, parce qu'il y a beaucoup de petites communes, ou tout simplement parce qu'on n'a pas toujours à disposition dans la collectivité les spécificités dont on a besoin sur la question des déchets, sur la question de l'eau. La première des mesures, c'est l'accompagnement. Et donc pour ça, il faut des hommes, il faut des femmes qui viennent aider les communes. Bien sûr, ces hommes, ces femmes qui viennent aider les communes, elles peuvent venir de Polynésie, peuvent venir de la région, peuvent aussi venir de métropole ou de l'international, selon effectivement les dispositifs que nous souhaitons mettre en place. J'ai vu la question des déchets hier. 80% des déchets que j'ai vus, entassés, enfouis ensuite, peuvent être triés et valorisés. Et donc on voit bien qu'on ne peut plus continuer de cette manière-là, mais sur des toutes petites communes, bien sûr, sur ces atolls, il faut que l'État, avec le gouvernement, nous soyons davantage proches. Il faut être là au quotidien, dans la préparation du projet et dans le suivi du projet. La protection de l'environnement, ça passe aussi par la science. On a des exemples assez prometteurs. Par exemple, à Moorea, je crois que vous avez visité le CRIOB. Il y a le bouturage de corail, par exemple. Est-ce que ces exemples-là peuvent se diffuser au plan national ou au plan international, et comment faire ? Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que les Outre-mer étaient des territoires de solutions et des territoires d'excellence. Vous savez, quand on vit sur une île, on a aussi appris, à travers le temps, à se débrouiller. Donc, on est aussi des couteaux suisses. Et on a souvent réussi à nous adapter. Après, effectivement, techniquement, nous avons besoin de soutien et de travaux complémentaires. Le CRIOB est un lieu d'excellence
qui aujourd'hui, sur la question des coraux, est reconnu dans ses travaux. 10% des coraux sont en France, et sur ces 10%, la presque totalité sont dans le Pacifique. Cette connaissance rassemblée au CRIOB, elle a vocation à être partagée avec tous les territoires d'outre-mer, puisque nous avons aussi des coraux dans l'océan Indien, et nous avons aussi des travaux qui sont menés à La Réunion sur ces sujets, donc à vocation à rayonner dans les outre-mer, mais plus largement, bien sûr, dans l'océan Pacifique. C'est ça l'excellence outre-mer, c'est de passer l'étape où on partage avec les autres, on se met au service des autres pour lutter contre le dérèglement climatique et protéger notre biodiversité qui est essentielle. 80% de la biodiversité française se trouve dans les territoires d'outre-mer. Et donc, nous devons davantage travailler sur ces sujets. Nous allons passer à la question de la sécurité, Madame la Ministre. En quoi consisterait le plan Marshall annoncé à l'issue de votre réunion sur la sécurité? Alors, je n'ai pas parlé de plan Marshall, j'ai parlé de déclaration effectivement de guerre à l'ICE et à un autre. Enfin, il y a deux fléaux qu'on a pu évoquer dans les derniers jours ici en Polynésie. Celui de l'ICE, avec une consommation de drogue qui s'amplifie d'année en année. On me dit que c'est une drogue qui est présente sur les territoires depuis plus de 10 ans, mais qui aujourd'hui est consommée par des classes d'âge complètement différentes, des éléments de la société, de toutes les couches de la société, et qui met en danger bien sûr ceux qui en consomment, puisque l'ICE tue, il faut le dire, mais en danger aussi le tissu social et la solidarité sur ce territoire. Donc il faut absolument que nous puissions lutter tous ensemble. Comme d'ailleurs le fléau qui est la maltraitance intrafamiliale, la violence ici en Polynésie en règle générale, la délinquance en règle générale est contenue, mais la montée de la violence et notamment des maltraitances intrafamiliales augmente malheureusement sur le territoire. Nous avons là deux défis qu'il faut relever, et on va les relever que si nous savons tous travailler ensemble. Sur ce point, justement, on se permet d'insister là-dessus parce que plus de la moitié des violences physiques sont à l'égard des enfants ou des femmes à l'intérieur des familles. Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour limiter ces problèmes de violence intrafamiliale? Alors, c'est comme pour la lutte contre les drogues. La première des solutions, c'est l'éducation. La première des solutions, c'est davantage d'éducation. La deuxième, qui va aussi avec l'éducation, c'est davantage en parler. Et on peut le voir avec le Grenelle, notamment, qui a été un événement national, mais qui s'est aussi déroulé localement, que ce type d'événement libère la parole. C'est un sujet qui reste encore largement tabou ici dans le Pacifique, comme dans beaucoup de territoires d'outre-mer. Et il faut libérer la parole, il faut davantage d'accompagnement, il faut que l'accueil, le premier accueil, soit davantage réceptif. Et c'est pour ça qu'on a formé... les femmes battues, là. Oui, tout à fait, des femmes battues. C'est pour ça qu'on a formé les gendarmes, ici, bien sûr, à Tahiti, mais dans l'ensemble des atolls, parce que ce sont les premiers qui sont en contact avec les victimes. Et ça, c'est important qu'il y ait cette formation. C'est important qu'on puisse mieux accompagner les femmes. C'est important aussi que l'on développe les réseaux de logement d'urgence. Et là, on voit bien qu'on a un déficit criant ici en Polynésie. Il y a un projet qui est soutenu avec une nouvelle construction qui devrait voir le jour, mais c'est encore, et ce sera soutenu par l'État, et ce sera encore insuffisant. C'est pour ça que, quand je disais ensemble tout à l'heure, les confessions ont proposé de pouvoir aussi mettre leur réseau de logement sur les atolls à disposition pour que ce soit utilisé comme logement d'urgence. C'est pour ça que c'est important de le faire, bien sûr, tous ensemble. Alors, nous allons revenir sur la lutte contre l'ICE, Madame la Ministre, si vous le voulez bien, parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Vous n'avez pas évoqué le plan Marshall, bien sûr, c'est le président aussi. Vous déclarez la guerre. Qu'est-ce que vous attendez des autorités aujourd'hui, puisque quelque part, vous reconnaissez que ce qui a été fait n'est pas assez? Alors, ce qui a été fait n'est pas assez. Il y a eu une augmentation, effectivement, de plus de 26%, je crois, d'entrée sur le territoire de cette drogue. Donc, il faut qu'on soit encore plus pertinent dans nos actions. Alors, le premier rôle de l'État, c'est un rôle régalien. C'est donc la surveillance des frontières qu'il nous faut mieux faire. Et pour cela, on va se munir de chiens qui sont actuellement en formation, parce que jusqu'à aujourd'hui, les chiens présents ne sentaient pas l'ICE.
ne pouvait pas la détecter, donc il nous faut donc des outils plus performants. Ensuite, il y a la question des saisies, et puis il y a la question de la justice, fermeté, et je crois que la fermeté a été montrée ces derniers jours. Il faut effectivement poursuivre dans ce sens et accentuer notre action. Là aussi, la question de l'éducation est importante, la question de la communication est importante, et on a besoin aussi des médias pour travailler, parce que cette drogue, elle donne aux jeunes l'impression d'être tout-puissants, alors que cette drogue, elle tue, que cette drogue, elle fait des dégâts qui ne sont pas réversibles. Et c'est là où nous devons mieux communiquer sur ce fléau. Bien sûr, il faut aussi pouvoir mieux prendre en charge les toxicos qui existent sur le territoire. Justement, et là, on manque d'outils également. Pourquoi, effectivement, j'ai souhaité que ce plan de lutte contre l'AIDS soit affiné avec tous les partenaires? C'est simplement que nous avons besoin d'un mois ou deux supplémentaires pour annoncer fin mars, début avril, l'action collective sur le territoire. Le gouvernement, bien sûr, est aux côtés de l'État pour prendre sa part dans cette lutte importante. Pareil, un jeune à Bora Bora me disait dans l'entretien qu'on avait pu avoir que lui, il sait, il avait 15 ans, 14 ans, il sait effectivement comment se fournir, y compris dans son propre établissement scolaire. Donc on voit bien qu'on a besoin de la communauté éducative pour lutter contre ce fléau le plus vite possible. Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer, est-ce qu'on pourrait renforcer la coopération avec les États-Unis, notamment pour la lutte contre le trafic d'AIDS, puisque la majorité des saisies viennent des États-Unis? Alors ça, c'est déjà fait. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, et ça continue. Ce n'est pas parce qu'il y a un plan qui sera annoncé dans les 2 mois qu'on n'est pas en train d'agir. Et donc, cette coopération sur ces sujets de trafic de drogue existe bien sûr avec nos voisins, avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud, et nous devons poursuivre cette information et mettre là aussi plus de moyens de renseignement en place, et c'est ce que nous allons faire. Autre question, on vous a suivi à Ranguirois hier, vous avez parlé donc des abris de survie, il y en a 35 déjà construits, 17 encore à construire. À quel terme est-ce que vous comptez faire ça? Moi, je crois qu'il faut aller très très vite. On a construit un certain nombre d'abris, vous l'avez dit, depuis quelques années. Mais compliqué d'accepter qu'il y a par exemple aujourd'hui 7 atolls qui n'ont aucun lieu sécurisé pour se protéger en cas de submersion ou en cas de cyclone. C'est une de mes grandes priorités de pouvoir très vite répondre à ce besoin, sous forme de nouvelles constructions, mais aussi de réhabilitation de locaux déjà existants ou d'allongement de certains bâtiments. Pourquoi on a peut-être là, quelque part, re-regardé sur la dernière année comment agir et sortir le plan? Tout simplement parce que des constructions qui seraient seulement des abris n'ont pas véritablement d'intérêt, parce que ce sont des bâtiments qui ne seront pas entretenus, et tout le monde se disputera d'ailleurs sur qui va devoir les entretenir. Il faut faire vivre ces bâtiments. Et donc, il fallait faire une évaluation atoll par atoll des besoins de services publics. Dans certains, il y a besoin d'un dispensaire supplémentaire ou de le rénover. Eh bien, on va le rénover, on va l'utiliser on va le transformer pour en faire des abris de survie. Dans d'autres, ce sont des casernes de pompiers, des salles de sport, comme on a pu le voir sur le terrain, sur lesquelles il faut travailler. Moi, je tiens à cette implication des communes dans le fonctionnement de lieux de services publics. L'État et le pays seront à leur côté, bien sûr. Et est-ce que le déblocage pourra se faire très rapidement, puisque souvent c'est un frein, enfin c'est ce que les maires, ils se plaignent souvent de la lenteur des démarches? Alors, on a une évaluation totale sur ces 17 projets, entre 45 et 50 millions d'euros. Nous avons à intégrer dans le nouveau contrat État-pays qui va s'appeler un contrat de développement et de transformation. Nous devons intégrer effectivement cette ligne budgétaire et à partir de là, et ce sera négocié dans les quelques mois, le haut-commissaire a mandat du gouvernement pour négocier avec le pays. Et donc, dans les mois qui viennent, ce contrat, je l'espère, sera signé entre l'État et le gouvernement. Ce sera sans doute la ministre des Outre-mer qui le signera. Et ça lancera l'opération, puisqu'on a ciblé les lieux et le type d'action que nous devons mener. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté cet entretien avec nous. Merci, Mike. Merci, Eta. Merci beaucoup, et puis merci encore aux Polynésiens et aux Polynésiennes pour leur accueil, toujours aussi chaleureux.
Merci donc à vous d'avoir suivi cet entretien. Donc vous l'avez entendu, nucléaire, environnement, sécurité, ce sont certainement des thèmes majeurs abordés également par le président Macron en avril. Excellente soirée à tous. Yorana.